Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve une dernière fois à découvrir ensemble un autre ouvrage du jeu de rôle officiel d'Alien. Et oui, d'ici à ce que je puisse mettre la main sur les autres bouquins physiques de la gamme, je vais avoir le temps de me pencher sur d'autres jeux et d'autres produits. Mais pas de tristesse, parce que même si je termine cette série, vous pouvez toujours continuer à écouter notre mini-campagne estivale Alien au cœur des ténèbres. En effet, parce qu'au moment où cette vidéo, celle-ci présente, est publiée pour tout le monde, eh bien, on approche la fin de la campagne, mais pas tout à fait. Et quoi de mieux pour conclure le tout que d'aborder ensemble cette fameuse aventure en mode cinéma dont j'ai eu le plaisir d'animer sur la chaîne Alien au cœur des ténèbres, toujours disponible en français chez Arcane Asylum Publishing. Et afin de ne pas trop divulgacher le contenu de la boîte dans l'optique où vous écoutez actuellement notre mini-campagne, je vais inclure deux petits marqueurs de temps dans la vidéo. Entre ces deux moments, je vais y aller vraiment plus spoiler, divulgacher, montrer des secrets et toute la chose. Alors, ainsi voilà, on débute avec le synopsis de l'aventure que je vous lis toujours en landau de cette boîte. Il est marqué « La compagnie a découvert une nouvelle forme de vie et souhaite que vous l'étudiez. Elle vous fait une proposition anormalement généreuse afin de cataloguer l'organisme, déterminer comment elle pourrait l'exploiter et le ramener pour qu'elle y appose son brevet. La routine. En échange, on vous garantit un confortable poste à la tête d'une branche de la compagnie, votre propre livre et une titularisation au sein d'un institut de votre choix. J'ai parlé du salaire au fait, astronomique. Une mission toute simple, enquêter, récupérer des échantillons, les analyser, trop beau pour être vrai, effectivement. Et oui, c'est ça un peu l'histoire de Au cœur des ténèbres. C'est un scénario complet, en mode cinéma, pour le jeu de rôle, bien sûr, d'Alien. Encore une fois, écrit par Andrew E.C. Gasca, qui est en fait l'auteur de ce qu'on appelle un peu la campagne Draconis 26, parce que oui, Au cœur des ténèbres est lié aux autres scénarios précédents qui ont été publiés par la Free League et donc aussi traduits en français par Arcane Asylum, c'est-à-dire le Chariot des dieux, qui est le premier, et le Destructeur des mondes, qui est le second. Et ils sont tous en soi disponibles en français. Et Au cœur des ténèbres, c'est la conclusion de la saga de la souche Draconis. Et c'est conçu environ pour 3 à 5 joueurs, en plus de Maman, le meneur de jeu. Et c'est vraiment comme ça dit le terme, une vertigineuse plongée dans la folie, possiblement pour faire une référence à Joseph Conrad avec Au cœur des ténèbres peut-être. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que vous trouvez? Bien entendu, le scénario, le module, l'aventure Au cœur des ténèbres qui fait plus de 70 pages. Vous avez également une immense carte recto-verso de la station de collecte de placement Erebos, l'endroit où va se dérouler les péripéties. Il y a 7 personnages pré-tirés, parmi lesquels les joueurs et les joueuses peuvent choisir. Il y a des nouvelles cartes pour les armes, des messages secrets, des aides de jeu complémentaires pour pouvoir afficher certaines informations, des objectifs personnels, des plans et plus encore. Et mon doux sapristi que il y a du stock dans cette aventure-là, dans cette petite boîte, malgré tout. Elle est quand même assez mince. Le tout est en format sandbox. À partir du moment où les personnages arrivent dans la station, ils peuvent aller pas mal d'endroits, comme on dirait, et explorer beaucoup de possibilités. Mais voilà que, comme toute aventure cinématique d'Alien qui se respecte, celle-ci est divisée en 3 actes qui peuvent se conclure de différentes façons pour ensuite enclencher le suivant. Par exemple, il pourrait survenir certains événements aléatoires comme la rencontre avec un chat ou encore une attaque via une créature en forme d'étoile de mer ou une perte d'oxygène dans la station. Et tous ces événements peuvent, en soi, lorsqu'ils sont accumulés ensemble et lorsqu'ils sont comptabilisés par Maman, le meneur de jeu ou la meneuse de jeu, eh bien, c'est possible ainsi de passer d'un acte à un autre. On peut toujours sauter d'une section à une autre selon aussi également ce qu'on considère être le bon timing selon les déroulements des péripéties, parce que même si les personnages, admettons que les personnages sont très, je dirais très sur les défensives et même inertes à la situation, il se passe tout de même plein de choses dans la station en soi. Il se passe mille et une affaires dans la station et éventuellement, il va arriver des événements qui vont quand même faire
avancer l'histoire, même si les personnages se trompent, même si les personnages ne vont pas aux bons endroits, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment non plus de mauvais endroits. C'est une station orbitale qui possède ses secrets du premier étage jusqu'au dernier. Et ça peut vraiment... c'est quand même, c'est quand même, je dirais, un assez gros morceau. Au cours des 3 actes, les vont vraiment explorer la station en essayant de comprendre ce qui se passe et comment y remédier. Et moi, pour moi, c'est en fait une des forces que j'ai découvert beaucoup, cette méthode de fonctionnement avec les modules d'Alien, là où, en fait, au lieu d'être une marche à suivre assez linéaire, c'est plutôt toujours un peu justement un bac à sable ouvert dans lequel on peut vivre les aventures et éventuellement, on a vécu assez de choses pour passer à la prochaine partie de l'histoire. Et c'est bien sûr, ça a un lien aussi avec les objectifs personnels des personnages. Qui d'ailleurs, dans le contexte de cette partie-là, alors que dans le Destructeur des mondes, j'avais fait mention que c'était surtout des militaires, des gens un peu plus casse-gueule, et bien dans celle-ci, ce sont majoritairement des scientifiques. Des scientifiques qui ont une expertise en biologie, en astrophysique, médecine et plus encore. Il y a quelques personnages qui sont un peu plus tournés vers des attributs un peu plus physiques, comme par exemple, il y en a un, c'est une équivalente, c'est un peu comme une espèce de garde du corps, un peu celle qui doit assurer la sécurité des gens de l'équipe. Mais également aussi, il y a un androïde qui est possible à jouer, qui est androïde et qui n'est pas dans le fond caché, c'est pas comme un rôle secret qui se dévoile par la suite comme Ash dans le premier film. Également aussi la pilote qui a un lien énormément avec le premier scénario, le Chariot des dieux. Chaque personnage, encore une fois, possède son agenda secret qui évolue au fil de la partie selon les actes qu'on passe, qu'on traverse. Et je dois avouer que peut-être c'est un peu... il y a quelque chose, par exemple, il y a un constat que je veux faire, que je dois prendre en considération et mentionner à ma lecture de toutes les aventures qui sont disponibles. Alien, ça demeure quand même, je pense, un jeu qui est assez, pas nécessairement niché, mais qui a une manière, une méthode de fonctionnement qui est assez précise, qui est assez spécifique, qui ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, dans le sens où, encore une fois, tout comme la dernière aventure, beaucoup de risques de PVP, dans le fond, de joueur contre joueur, de trahison, d'actions absolument répréhensibles de la part d'un personnage envers un autre personnage, en fait, même juste d'affrontements, puisque les objectifs ne vont pas nécessairement concorder. Et il y a des personnages dans le lot, sans nécessairement vouloir tous les décrire, il y a des personnages dans le lot que ça va assez en pente montante dans la folie. Et vraiment, il y a certains agendas qui vont prendre une tournure très intense dès qu'on va passer d'un acte à un autre. C'est sûr qu'il y a tout le temps une question de, on va dire, d'y aller de façon graduelle, jouer son personnage pour que il y a une certaine gradation logique qui se fait à mesure qu'on découvre un peu qu'est-ce qui se passe et qu'on change notre fusil d'épaule, ou du moins on évolue dans la situation et notre morale et nos valeurs vont également évoluer. Mais il y a des personnages qui ont quand même vraiment une espèce de pic là, assez intense entre, par exemple, l'acte 2 et l'acte 3 sur les événements qui peuvent survenir et comment est-ce que les personnages en soi vont réagir à ces 10 événements-là. Et c'est quand même, je constate que c'est quand même assez touché, c'est quand même assez difficile à mener. Surtout si les personnages, justement, ont finalement des objectifs qui sont tous un peu différents. Mais je trouve aussi également qu'une des beautés de ce jeu-là, c'est que, veux pas, les personnages vont finir par mourir. Dans le contexte de la campagne, je n'en dirai pas plus, celle qu'on a faite sur la chaîne, mais les personnages meurent, et si vous faites cette aventure-là sur le long terme, il y a beaucoup de possibilités pour incarner des personnages secondaires, pas secondaires, mais des personnages non-joueurs qui deviennent des personnages joueurs et qui ont, eux aussi, de base, leur objectif, leur but, leur consigne et qui sont déjà bien intégrés dans l'histoire. Parce qu'on s'entend, vous voulez pas, c'est pas comme une partie, on va dire, de Donjon Dragon où vous allez, mon personnage est mort, je vais me partir à un autre Dragonborn, chevalier, puis popper de même au travers des aventuriers, puis c'est pas grave, tout le monde l'accepte. Là, il y a quand même une implication dans l'histoire. Si vous mourrez, l'autre personnage que vous allez incarner va devoir prendre parti d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose que je pense qui vaut la peine d'être mentionné. Un détail qui est assez intéressant. Il y a 4 factions en jeu. Il y a le groupe de départ des joueurs, des personnages. Il y a les prisonniers, parce que oui, la station Erebos emploie des prisonniers. C'est une station pénitentiaire, un établissement pénitentiaire qui utilise les prisonniers comme
on va dire, force, comme manœuvre, comme manutention pour faire fonctionner la station et procéder aux études nécessaires. Parce que cette dernière, en fait, se trouve proche d'un trou noir qui peut affecter l'esprit des gens et c'est moins grave si ça arrive à des prisonniers qu'à des gens libres. On va dire ça comme ça. Du moins dans le contexte de l'aventure, là, on s'entend. Il y a les gardiens de la prison, qui est une autre faction, et également aussi un autre groupe qui est révélé plus tard et qui est en soi les grands antagonistes de cette aventure et même en quelque sorte les grands antagonistes du Draconis 26, des personnages qu'on pourrait surnommer des Full Freemen. Et le fait que les personnages arrivent ainsi, les personnages de base des joueurs arrivent dans ce contexte-là avec plusieurs factions, avec la possibilité d'aller comme s'allier avec tel groupe et que si un des personnages meurt, il peut reprendre le rôle d'un personnage non-joueur, d'une faction précise et continuer l'aventure, ça devient quand même un sacré bordel. Je ne vais pas le cacher, là, tout le monde a ses objectifs, tout le monde a ses désirs, tout le monde a son but. C'est sûr qu'il y a un peu l'espèce de concept prérequis, ou du moins l'espèce de prémisse de base que on joue un jeu de rôle en équipe et on est là pour comme avoir du plaisir commun. Mais il y a quand même je veux quand même vraiment mettre l'emphase là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de factions, de clans, d'objectifs personnels. Et ces derniers-là, ben, ils vont vraiment aller dans des sens adverses les uns aux autres. Et je pense qu'à un certain point, il faut qu'il y ait une certaine... mettre un peu d'eau dans son vin pour que le tout puisse se dérouler sans que ça finisse on va dire, en TPK, où est-ce que tous les personnages vont s'entretuer parce qu'ils ne réussissent pas à atteindre leur objectif. C'est sûr qu'à un certain point aussi également, plus on avance dans l'aventure, plus la situation devient de plus en plus critique et il peut être logique pour certains personnages de changer leur fusil d'épaule encore une fois ou de possiblement se calmer dans leur objectif personnel pour le bien commun et la survie de tous. Parce que plus l'acte avance, plus on tombe dans ce qu'on appelle au cœur des ténèbres, sans vouloir faire de mauvaises références. Ça devient de plus en plus difficile. La station orbitale est affectée par un mal qui la transforme progressivement. Énormément de liens à ce moment-là qui se fait avec le premier scénario, le Chariot des dieux. Mais encore une fois, les connexions qui se font les uns avec les autres, vous n'êtes pas obligé de faire les scénarios à la suite pour pouvoir bien profiter de l'aventure et on va dire, de big picture, la grande image globale de tout ce que représente la campagne Draconis 26. En plus des nouvelles créatures, des nouvelles armes, de l'équipement, de la technologie, j'apprécie énormément lorsqu'une aventure de jeu de rôle, peu importe en fait le jeu de rôle concerné, ça je trouve ça très cool, peu importe le jeu, inclut des nouvelles règles pour gérer un aspect fondamental du jeu. Que ce soit des tables aléatoires, que ce soit des nouvelles consignes pour manipuler certains outils ou même contrôler, exemple, un navire, alors que les règles de base ne vont pas nécessairement prendre ça en considération. J'aime beaucoup ça quand une aventure pour un jeu offre ça parce qu'elle offre justement plus que juste une aventure, elle offre aussi des règles optionnelles. Et au cœur des ténèbres, le fait très bien en proposant justement une table qui affiche des répercussions négatives que le trou noir peut exercer sur la santé mentale d'une personne trop longtemps exposée au trou noir en question. Puis comme j'ai fait mention avec les prisonniers, et c'est juste un petit plus. C'est pas nécessaire, mais c'est juste pour juste ce petit ajout supplémentaire, ce genre de petit ajout supplémentaire-là qui est lié à la mécanique de stress, pour moi, ça démontre un certain souci du détail à l'aventure en question pour la rendre unique, pour démontrer justement la richesse qu'on peut voir et qu'on peut découvrir dans le monde d'Alien. Et encore une fois, sur cette même lancée-là, sur cette richesse, sur cette diversité-là, le focus, je trouve, au cœur des ténèbres, est moins nécessairement sur les dangers vraiment physique et tangible et direct que ce que peut représenter un xénomorphe, parce qu'il y a des créatures, il y a des dangers, il y a des menaces, mais selon le déroulement de l'aventure et comment celle-ci avance, il est possible également de ne pas nécessairement être trop en désaccord ou même trop en opposition avec les monstres ou les créatures que vous allez croiser. Et c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment très marquant, et même que je pense qu'il y a certaines personnes, je me rappelle d'avoir vu ça sur Internet, certaines personnes qui vont critiquer beaucoup le fait que les scénarios d'Alien, les modules d'Alien qui sont sortis officiellement ne vont pas nécessairement avoir beaucoup d'Aliens. Et pour moi, je trouve que c'est un non-dit parce que je trouve qu'au contraire, ça démontre cette espèce de richesse-là, ça démontre cette espèce de diversité-là qui se fait, alors qu'il n'y a pas tant de xénomorphes, non.
Et encore une fois, Au cœur des ténèbres, il n'y aura pas de xénomorphe à l'image que vous faites. Il n'y a pas le Big Chap qu'on voit dans le premier film. Là. Il y a autre chose qui est tout aussi horrible, tout aussi dangereux, mais directement, le xénomorphe n'est pas présent. Et ça montre que encore une fois, je me rappelle d'avoir déjà mentionné aussi dans d'autres vidéos, c'est que ça permet d'aller plus loin. Encore une fois, ça démontre que l'univers ne se limite pas à l'alien en soi. Il va plus loin que ça. Il va aborder justement les dangers de la santé mentale qui s'effritent, le choc des mentalités, on va dire la trahison, l'espèce de concept de la guerre froide, la biotechnologie et tout ça. Bref, il y a du stock. Et là maintenant, on rentre dans le secteur des spoilers. On rentre dans l'univers de la possibilité, de l'infini, où je vais mentionner des choses qui sont révélées au fil de l'aventure. Donc, si vous n'êtes pas à jour dans notre mini-campagne ou si vous n'avez pas encore commencé l'écoute et vous souhaitez la faire et découvrir le tout, je vous conseille de ne pas écouter cette section. Ou si vous pensez le faire vivre, ou même plutôt le vivre comme joueur ou joueuse, également, skipper cette partie, aller à l'autre bout. Alien, au cœur des ténèbres. Tantôt, je parlais d'une autre faction, les Full Freemen. Et là, comment dire? C'est ce bout-là qui est vraiment particulier dans ce scénario-là, c'est cet aspect-là où, pour la première fois, du moins dans l'univers d'Alien, de mon point de vue, on a presque une interaction avec l'antagoniste qui est en fait une intelligence alien. Parce que le Full Freeman, qui est un peu en quelque sorte l'espèce de finalité du Draconis 26. Draconis 26 qui est un peu le fil rouge qui relie tous les scénarios ensemble et qui sont une espèce de produit biologique qui transforme le corps humain, une espèce de virus qui transforme le corps humain en monstruosité. Eh bien, le Full Freeman, lui, de son côté, n'est pas une monstruosité, ou du moins, il n'est pas de son point de vue. Il est plutôt un individu parfait. C'est un humain qui a évolué grâce au Draconis 26 et qui est devenu, en fait, l'ultime produit de ce mélange d'ADN-là entre la biotechnologie des ingénieurs et les aliens et l'être humain plutôt. Et le Full Freeman, c'est un extraterrestre, c'est un monstre, c'est une monstruosité que les personnages peuvent rencontrer Au cœur des ténèbres. Et cette bestiole-là, eh bien, elle a un objectif. Elle a des besoins, elle a des envies. Et pour la première fois, elle ne va pas nécessairement immédiatement s'attaquer au personnage ou le capturer pour plus tard l'entuber. Elle va plutôt leur proposer au groupe de personnages, de s'allier à elle, ou plutôt à eux parce qu'il y en a plusieurs, et de, en quelque sorte, lui donner une souche de Draconis 26 pour qu'elle puisse continuer à se développer dans l'univers, dans l'espace et aller conquérir d'autres planètes à la manière justement d'un virus qui viendrait contaminer d'autres mondes. Parce que pour avoir des Full Freemen, il doit y avoir, et on a besoin du Draconis 26. Et c'est un peu là le twist où je trouve un peu, c'est quand même complexe. C'est pas complexe quand tu le lis sur une feuille, là, mais c'est complexe à le mettre en jeu et que ce soit clair également pour les personnages et pour les joueurs et les joueuses. Puis je pense que c'est aussi le genre de scénario où à la fin, il doit avoir un bon récapitulatif de la situation pour pouvoir que tout le monde puisse être un peu au même pied d'égalité ou tout le monde a la même compréhension de la situation. C'est qu'à un certain point, il y a une différence marquante. Il faut faire une différence entre ce qui se déroule dans la station, l'espèce les différentes créatures que les personnages peuvent rencontrer dans la station, sa transformation latente de la station en un genre de ruche, proto-ruche vivante, parce que oui, c'est un peu ça aussi le concept dans Alien, et c'est un peu ça aussi qu'on découvre à mesure qu'on lit le deep lore, l'histoire profonde d'Alien, c'est que les aliens vont en quelque sorte corrompre, mais aussi également se répandre sur toute matière métallique et pour pouvoir consommer l'énergie et tout ça. Et la station orbitale en soi devient tranquillement une espèce de proto-ruche parce qu'elle a été contaminée. Et le cœur de cette ruche-là, c'est un fragment de météorite que les membres de la station ont ramassé pour pouvoir étudier des lumières qui se déplaçaient autour du météorite en question. Et ces lumières-là, en fait, sont vivantes. Ce sont des microparticules, en quelque sorte, de souches de produits de Draconis 26. Elles sont vivantes et elles peuvent ainsi convertir ou du moins transformer la station.
Mais il y a quand même une différence entre le Draconis 26, mais également aussi la contamination de la station. Dans le sens qu'il y a la station qui est contaminée par, en quelque sorte, le produit des ingénieurs, l'espèce de virus en soi, ne va pas avoir les mêmes répercussions sur le corps humain que si c'est, par exemple, un homme qui est affecté par le Draconis 26. C'est deux choses pas pareilles, mais qui, au final, sont quand même dangereuses, qui, au final, vont travailler ensemble tel deux organismes compatibles, alors que les Full Freemen, ce sont vraiment des êtres humains qui ont muté. Les autres choses qu'on voit dans la station, ce sont un peu l'espèce de évolution, ou du moins le cycle de vie de ce qui se déroule à l'intérieur de la station qui se transforme en ruche. C'est-à-dire, la station devient une ruche, il y a des espèces de grosses gousses qui tombent sur le sol. Et des gousses sortent des espèces de trilopides, je dis trilopides, mais c'est pas vrai, des genres de petits... des espèces de petites pieuvres. Et ces petites pieuvres grossissent pour éventuellement devenir une grosse étoile de mer qui, elle, la grosse étoile de mer, doit comme trouver quelqu'un pour l'entuber et le contaminer. Et là, on rentre vraiment dans les gros spoilers si vous n'avez pas fini la série, là, parce qu'on s'entend qu'il y a un des personnages qui va subir ça, je ne vous le cacherai pas. Et éventuellement, la personne qui a été entubée va recracher un produit, du moins un extraterrestre, une espèce de diacre, comme on appelle, un genre de petit néomorphe, xénomorphe, qui n'est pas complètement un alien comme on le connaît. Et cette créature-là, eh bien, représente en quelque sorte une espèce de force de frappe pour les Full Freemen. Et ainsi, ce cycle continue alors que les gousses continuent à pousser un peu partout sur la station et la station en soi devient justement cette ruche qui peut produire beaucoup de choses à mesure que le temps avance pour continuer à contaminer. Tu as tout le temps besoin de hôtes qui doivent se faire entuber pour pouvoir cracher d'autres xénomorphes. Bref, c'est le gros bordel. Mais en soi, c'est pas la même chose que le Draconis 26. Qui ça? C'est les Full Freemen. Et les Full Freemen, c'est un humain qui a été contaminé par une souche et qui a tenté de se soigner en créant ici le Draconis 26. Et tu as comme un pourcentage de chance de devenir un monstre. Puis tu as aussi un pourcentage de chance de devenir un Full Freeman. Et là, tu es comme rendu un peu l'espèce d'individu parfait. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est voulu que Alien, ça soit quand même foncièrement plus compliqué que ça pourrait l'être. Dans le sens que vraiment, même quand on regarde le cycle de vie d'une créature comme un xénomorphe, il y a des étapes que tu te dis, hey, on pourrait skipper cette étape-là, puis ça serait efficace quand même. Il y a un certain point où je comprends pourquoi, parce que le but, c'est que ça demeure un peu incompréhensible aux yeux des personnages, aux yeux des joueurs et tout ça. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'impressions, on va dire de personnalisation aussi de la part du meneur de jeu, alors qu'il y a des façons, en quelque sorte, de raccorder ensemble certains segments de l'histoire sans pour autant perdre le fil rouge de celle-ci. Et ainsi, les personnages, bien, peuvent suivre ou non les consignes des Full Freemen, c'est-à-dire leur rapporter une souche de Draconis 26, qui là, elle, fait directement un lien avec le Chariot des Dieux, la première campagne, en fait, pour Alien, parce que le cœur, ce cœur-là qui bat à l'intérieur de la station, cette espèce de météore qu'ils ont ramené, à l'intérieur de ce cœur-là, eh bien, il y a un vaisseau, le Cronus, qui est le premier vaisseau, en fait, du Chariot des Dieux. Et à l'intérieur de ce vaisseau-là, il y a des survivants, plutôt un survivant. Les autres sont devenus des Full Freemen. Et ce survivant-là possède dans son ADN, dans son sang, une souche de Draconis 26 que les personnages peuvent aller rechercher et donner aux Full Freemen si les Full Freemen le veulent bien. Ou du moins si les personnages le veulent bien, parce que oui, les Full Freemen le veulent. Et ainsi, les personnages peuvent foncièrement changer de bord, devenir des parfums. Et il est possible qu'ils deviennent des parfums parce qu'il y a des personnages dans les pré-tirés qui, au fil des actes qui vont avancer pour arriver au 3e acte, vont être foncièrement des mauvaises personnes. Ils vont devenir des personnes qui n'ont plus aucun contact avec la réalité et qui ont comme objectif la destruction même des mondes. Et en plus de ça, on rajoute à l'intrigue principale une sous-intrigue qui se nomme le Poisson de Fer. Il y a un des personnages pré-tirés qui peut en fait avoir été mandaté par un autre gouvernement pour aller rechercher des informations concernant une opération qui se nomme le Poisson de Fer. Cette opération qui se déroule bien sûr à la station est un peu un effet secondaire inattendu
des émissions, en fait des émissions radio, des ondes radio qui sont captées par la station venant du trou noir et qui permet en fait de développer une technologie qui facilite l'écoute et l'espionnage industriel et politique des différentes on va dire des différents regroupements et gouvernements en place. Donc, encore une fois, il y a comme la prémisse de base, et en plus de ça, il y a quelque chose d'autre en dessous. Déjà que la prémisse de base, elle demande beaucoup d'attention. Je trouve que c'est un peu difficile pour la personne d'aller, les gens investis par cette mission-là, d'aller accomplir ce qu'ils doivent faire, mais c'est vraiment une fichue de grosse aventure, je vous dirais. Il y a tellement de choses à faire que, encore une fois, c'est un peu un mensonge de se dire que ça peut se compléter en seulement comme 3 à quelques sessions. Ils disent vraiment comme un court laps de temps, alors que non seulement Au cœur des ténèbres propose une histoire qui est quand même très riche, qui est très complexe, surtout que c'est la conclusion de Draconis 26, mais qui également va nous permettre en fait de nous lancer dans un monde de possibilités, parce que la station orbitale en soi, eh bien, elle est dans une situation assez épineuse. Il y a différentes factions qui s'y trouvent. Vous pouvez vous allier avec celle-ci. Vous pouvez découvrir les différents secrets à l'intérieur de la station. Chaque personnage a ses objectifs. Et la station, elle est immense, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, tout ça mis ensemble, ça donne quelque chose d'assez intense, d'assez complexe, d'assez complet aussi, parce que le terrain de jeu dans lequel les personnages se lancent, la station Erebos, bien c'est immense et les possibilités sont nombreuses. Le tout, nous, on a fait ça en 9 sessions environ, de peut-être 1h20 chaque session, justement parce que là, c'est un actual play, fait que ça a été coupé de façon particulière. Mais sincèrement, j'aurais pu faire durer ça beaucoup plus longtemps que ça. J'aurais pu faire durer ça vraiment longtemps parce qu'en plus, j'ai des personnages, j'ai des joueurs, des joueuses qui prennent le temps de réfléchir et qui ne veulent pas nécessairement se lancer tête baissée dans le danger. Et c'est un peu normal parce qu'Alien, c'est un monde qui est très dangereux. J'ai l'impression qu'Au cœur des ténèbres, c'est une aventure qui peut se faire vraiment sur le long terme et même au-delà de ça. Je vois plein de possibilités pour ajouter certains contenus optionnels, certains petits ajouts qui rendent certains personnages peut-être un peu plus complexes ou leur ajouter certains besoins ou certains objectifs. Là, je parle surtout des personnages non-joueurs. Et alors que le Destructeur des mondes était beaucoup plus proche d'Aliens de James Cameron, eh bien, Au cœur des ténèbres est beaucoup plus proche d'Alien 3 de David Fincher, parce que c'est un peu l'équivalent justement d'une prison, la station Erebos, et celle-ci, eh bien, elle est en déroute, elle est en bordel, et c'est bientôt la fin. Donc, plusieurs manières de conclure cette histoire-là, conclure cette aventure-là, bien que je ne vous cacherai pas que il y a de bonnes chances que tout le monde meure. Et il y a de bonnes chances que ce soit une fin amère où on réussit quand même ce qu'on souhaitait accomplir, mais qu'au final, il y a on va dire tout le monde meurt, mais les méchants aussi également vont trépasser. Ça fait partie des possibilités. Je pense qu'il faut s'y attendre. Le big picture est quand même assez complexe. Et comme je l'ai mentionné, ça vaut la peine après ça de revenir après avec les personnages, avec les joueurs et les joueuses pour un peu faire un débrief de la situation. Une espèce de conclusion, une espèce d'épilogue. Quelle information que les personnages, que les joueurs et les joueuses n'ont pas eu accès, que c'est digne de mention. Quelle faction pouvait apporter tel type de fin? Est-ce que les personnages avaient plus de possibilités? Est-ce qu'ils pouvaient s'en sortir de telle manière? Il y a vraiment beaucoup de choses, voyez-vous. Vous allez voir, en fait, si vous avez lu l'aventure et si vous avez écouté notre série, ça mettons vous écoutez cet épisode-là après, si vous écoutez plutôt cette capsule-là après la fin de notre mini-campagne, vous allez voir que je me suis permis beaucoup en fait de liberté dans une certaine inclusion d'une certaine faction précise à l'univers d'Alien pour donner une saveur particulière, ou du moins pour faire précipiter les choses d'une certaine manière. J'ai pas cassé l'histoire, je considère pas, mais j'ai tout de même donné une importance diverse à quelque chose d'assez précis. Là, je fais exprès pour être le plus nébuleux possible. En conclusion, ça fait quand même longtemps, là. En conclusion, Au cœur des ténèbres, la conclusion du Draconis 26, de la campagne en soi, l'aventure, la grande histoire du Draconis 26, j'ai trouvé que c'était incroyable. J'ai trouvé que c'était merveilleux. J'ai trouvé que c'était prenant, passionnant,
complexe, mais dans le bon sens. On a l'impression de faire des vraies recherches scientifiques, on a l'impression de vraiment essayer de comprendre un peu le déroulement de ce qui se passe à l'intérieur de la station Erebos. C'est très social également, puisqu'il y a justement différentes factions avec lesquelles vous pouvez échanger. Tout le monde a ses objectifs, tout le monde a ses besoins, a ses envies. C'est une histoire de survie, c'est une histoire de choix, parce que les choix sont importants. C'est une histoire de vengeance, d'horreur. C'est une plongée au cœur des ténèbres, dans la folie, comme le dit le titre. Alors que plus l'aventure avance, plus la situation autour des personnages dégringole, se désagrège pour atteindre des niveaux d'horreur qu'on n'a pas souvent vus dans ma part, dans différentes parties que j'ai pu faire. Et encore une fois, cette richesse-là de vouloir explorer les segments divers du monde d'Alien, je trouve que ça vaut la peine. Et également d'explorer des créatures qu'on ne voit pas nécessairement dans les films aussi, ça vaut la peine. Et d'apporter une certaine touche précise, ou du moins particulière, je dirais unique. Là, je fais surtout mention à ce que j'ai dit dans la section spoiler. J'essaie de ne pas trop revenir là-dessus. À certains aspects de l'histoire sur les antagonistes et sur leur objectif et comment est-ce que ceux-ci peuvent communiquer avec les joueurs pour leur faire parvenir leur objectif et tout ça. Je trouve que c'est intéressant parce que aussi c'était très nouveau dans Alien. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça, qui n'ont pas beaucoup aimé ça, qui aiment beaucoup l'aspect un peu plus, je pourrais dire directement la menace directe, la créature xénomorphe qui saute d'en face de quelqu'un. Là. Mais je peux comprendre, parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en même temps aussi très respectueux de l'œuvre originale. Si j'aurais 2 commentaires, ou plutôt un seul commentaire à dire constructif sur l'aventure que je trouve qui est un peu moins ma tasse de thé, c'est en fait la carte. C'était un fichu bordel, cette carte-là. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile à décortiquer, de différencier un passage d'un conduit de simplement le rebord de la station. Puis je sais pas si c'est volontaire. Il y a une carte on voit la station un peu à la verticale, que ça, je trouve ça très cool, de voir les différents ponts, les différentes possibilités. Mais la décortication de la station en plusieurs sections, là, j'étais comme, oh mon Dieu, je comprends rien de ce que je regarde. Et c'était ça, pour vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit coup manqué. Cependant, Alien étant un univers très cool, étant un monde avec une communauté assez active, le jeu de rôle également, il y a une personne qui a partagé, et c'est les cartes en fait que j'ai utilisées pour l'Actual Play, une carte, si on veut en quelque sorte, revampée de la station, où la personne reprend exactement les mêmes pièces, les mêmes dimensions même de la station, mais va un peu configurer le tout pour que ce soit plus accessible et plus compréhensible à l'œil, disons. Et c'est ce que j'ai utilisé et je trouvais que c'était super, ça faisait vraiment la job. C'est vraiment le seul point que j'ai à dire, outre le fait peut-être aussi également de la complexité de l'histoire qui demande quand même un certain débrief à la fin pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce que je pourrais accepter le fait que certains joueurs ou joueuses trouveraient à la fin que c'était peut-être un peu confus ou qu'on n'a pas nécessairement trop de réponses dans vos questionnements, mais je pense que ça revient un peu à la richesse de ce que nous offre le monde d'Alien, c'est-à-dire un monde qui va marier l'incompréhension à l'horreur, ainsi nous effrayer avec ce qu'on ne peut pas comprendre et ce qu'on ne peut pas voir. Donc, et voilà, au cœur des ténèbres, cette très belle campagne pour Alien. En fait, ça m'a surtout donné le goût de continuer à faire des autres campagnes, peut-être éventuellement. Destructeur des mondes, ça me jase bien gros, là, une histoire de militaire, là, je trouve que ça pourrait être cool. Je suis curieux de savoir, vous, si vous l'avez fait jouer, qu'est-ce que vous en avez pensé. Laquelle des 3 vous avez préféré? Des 3 aventures cinématographiques, le Chariot des Dieux, le Destructeur des mondes et Au cœur des ténèbres. Est-ce qu'il y en a une des 3 que vous avez trouvé plus intéressante qu'une autre? Est-ce qu'il y en a une des 3 que vous avez trouvé un peu plus faible que les autres? Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire. Bien entendu, si vous avez apprécié cette série sur Alien, dites-moi-le. Dites-le aussi également à Arkham Asylum peut-être, qui sait jamais. Et sinon, bien, merci encore pour les nombreux commentaires, que ce soit sur ces vidéos ou la vidéo de la campagne qui est aussi très appréciée. Je suis vraiment content de voir pas les résultats, mais les retours en soi. Et on se retrouve une autre semaine pour un autre sujet, pour un autre jeu. Je ne sais pas trop encore quoi. C'est vraiment la liberté. La liberté quoi? Donc, qu'est-ce que je saute? Qu'est-ce que je vais découvrir? Je ne sais pas encore. Mais est-ce que ça sera aussi bon qu'Alien? Peut-être pas. Ça reste à voir. Donc, hey, à la prochaine. Au revoir.